Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans l'entre-deux. Vous avez le moral dans les chaussettes? Pas de pression, c'est statistique, c'est international et c'est prouvé. La dépression hivernale existe. Une campagne publicitaire anglaise a même inventé de toutes pièces le Blue Monday. Mais il existe vraiment des facteurs comme la luminosité, le temps qu'il fait ou le nombre d'interactions avec les autres qui peuvent influer sur notre morale. 13,5% des personnes de plus de 15 ans présentent des syndromes dépressifs. Aujourd'hui dans l'entre-deux, je vais demander à Raphaël Riquieri, docteur en psychiatrie, de nous expliquer ce que signifient vraiment ces baisses de morale pour remplir nos calendriers de jours heureux. Allez, pas une seconde à perdre et place à l'entre-deux. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Raphaël Riquieri, je suis psychiatre pour adultes. Je travaille à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et je suis professeur des universités également. Et tu as beaucoup travaillé du coup sur la dépression, il me semble. Est-ce que dépression, peut-être déprime, Ouais. ou tristesse générale, etc., est-ce que c'est des épisodes qu'on observe plus en hiver par exemple qu'en été? Alors, il y a un type de dépression qu'on appelle la dépression hivernale. C'est un sous-type de dépression qui, effectivement, quand l'ensoleillement devient moins important, eh bien, donc c'est souvent à la sortie de l'été ou vers le mois de septembre, avec des patients qui développent chaque année un état dépressif et qui, au printemps, on va dire, revient à l'état normal. Mais c'est un sous-type de dépression particulier. C'est-à-dire que c'est des patients qui, chaque année, Ouais. vivent une dépression hivernale. Donc, Ça existe, ça s'appelle la dépression hivernale. Ok. Et un des moyens assez simples de le soigner, c'est de s'exposer à ce qu'on appelle de la luminothérapie, c'est-à-dire cette luminosité qu'on n'a pas suffisamment dans la période hivernale. Eh bien, les patients, on leur propose des lunettes ou des lumières un peu spéciales et ils doivent s'exposer tous les jours. Et à ce moment-là, on arrive à soigner un nombre assez considérable de patients, tout simplement. Ok. Ça, tu le fais, toi? Oui, tout à fait. J'ai remarqué que souvent, au début de l'hiver, je me sens plus fatiguée, plus down, et j'ai des petites lunettes. Alors c'est tout simple, c'est comme les tiennes, qui ont des lumières, et tu peux absolument te balader comme ça, et c'est une demi-heure le matin, et moi ça me permet de passer l'hiver beaucoup plus facilement. Mais je te le redis, c'est vraiment très particulier, hein, Ouais. La dépression hivernale, c'est loin d'être le reflet de la dépression générale. C'est Ouais, vraiment quand on un dit j'ai une sous-type. dépression, généralement, c'est pas une dépression hivernale. Non. À peu près 40% des dépressions, elles commencent avant 18 ans. C'est souvent une maladie qui apparaît à l'adulte jeune et on sait pas, on nous apprend pas ce que c'est. Mais du coup, c'est quoi la dépression? Alors la dépression, c'est pas vraiment une maladie parce qu'on n'en connaît pas l'origine. Tu vois, une maladie, on dit que c'est par exemple une pneumonie. Bon, on sait que c'est une bactérie qui peut être le pneumocoque. Et quand on connaît l'origine, on dit c'est une maladie. La dépression, on parle d'un trouble, mais on parle un peu comme ça d'ailleurs dans tous les troubles psychiatriques. On sait que c'est une association de différents symptômes et qui, s'ils sont tous présents, ou en partie présents pendant suffisamment de temps, eh bien, on parle d'un syndrome dépressif. Alors, un syndrome dépressif, c'est quoi? Eh bien, il y a des symptômes qui doivent être présents obligatoirement, qui sont de deux types. Tu as soit tu ressens une humeur en permanence qui est triste, tu as cette tristesse qui te quitte pas, qui peut être accompagnée de pleurs, mais en tout cas pas de plus ressentir la joie ou d'autres émotions qui peuvent être agréables. Ou associer un autre symptôme qu'on appelle majeur, qui est l'anédonie et la perte d'intérêt. Alors l'anédonie, c'est j'ai plus de plaisir à faire les choses. J'ai plus envie d'aller faire du sport, j'ai pas envie de me lever le matin, j'arrive pas. J'ai plus la force de travailler, ça me dit rien. Donc ça fait vraiment partie des deux symptômes principaux. Quand les gens ils ont un burn-out, c'est l'anédonie. L'anédonie. C'est de l'anédonie. Alors, le burn-out, c'est encore un type très particulier de dépression. Ouais. Qui intervient dans un contexte professionnel de surmenage en fait. Parce que maintenant, burn-out, tout le monde l'utilise un peu n'importe comment, mais le véritable burn-out, c'est des personnes qui
qui se sont complètement oubliés, perdus dans le travail et qui ont travaillé de façon excessive et qui se sont surinvestis et qui un jour, souvent ça commence comme ça, effectivement, n'arrivent plus. Ouais. Un matin, ils te disent On sort pas du lit. J'ai plus réussi à sortir de mon lit. Ce qui nous fait avancer, c'est nos émotions. C'est l'envie d'aller faire quelque chose, le plaisir d'aller au cinéma, le plaisir de manger à un bon restaurant. Et bien ça, dans la dépression, tu l'as plus. Donc il y a ces deux principaux, au moins un des deux qui doit être présent. Alors tu as des symptômes plutôt, je dirais, de l'ordre de la santé physique, avec un appétit qui est modifié. Tu peux ne plus avoir faim, ou au contraire te jeter sur la nourriture. Tu as souvent des problèmes de sommeil. Ça peut être plus arriver à dormir, plus arriver à t'endormir, te réveiller la nuit, et donc avoir beaucoup moins d'heures de sommeil, ou au contraire te réfugier dans le sommeil et dormir tout le temps. Et puis, tu es fatigué. Tu as une fatigue qui est mentale, mais elle est aussi physique. Tu traînes tout le temps. Donc ça, c'est plus le côté physique, les symptômes physiques de la dépression. Et puis, tu as aussi des difficultés cognitives, c'est-à-dire des problèmes de concentration, de mémoire, d'attention. J'arrive plus au travail à me concentrer, ou je lis quelque chose, je lis au bout du paragraphe, j'ai oublié ce que j'ai lu et je recommence. Des problèmes de mémorisation, on me dit des trucs, j'oublie, donc tu te retrouves en difficulté au travail ou dans les études si tu es étudiant. Et puis tout ce qu'on appelle les pensées, les cognitions dépressives, c'est-à-dire d'autodévalorisation. C'est de toute façon, là, ce qui m'arrive, tel que je suis nulle, je suis une merde. Ça, c'est vraiment l'autodévalorisation et qui, des fois, s'accompagne aussi d'une grande culpabilité. Je suis même pas capable de me lever pour aller m'occuper de mes enfants, pour travailler, alors qu'il y a des gens qui sont pires que moi. Ça, c'est souvent des choses qu'on me dit. Et puis, des fois, ça va jusqu'à des idées noires. C'est, mais quand les choses s'installent, c'est à quoi bon de continuer à vivre comme ça si j'ai le goût à rien, j'ai envie de rien, je dors plus, je suis fatiguée, je me laisse aller. Souvent, la famille ou l'entourage a du mal à comprendre. Donc, ça va à des idées noires jusqu'à mieux vaut mourir que de continuer comme ça. Question qui paraît anodine comme ça, mais est-ce que la dépression, elle se manifeste de la même façon chez un homme ou chez une femme? Alors, déjà, elle touche plus les femmes que les hommes, 2 fois plus les femmes que les hommes. Les hommes vont être plus irritables, vont peut-être pas avoir les pleurs, tu vois, parce que c'est pas bien de pleurer quand on est un homme, et puis on le montre pas. Mais ça pleure pas d'ailleurs, j'ai jamais vu un homme pleurer moi perso. Bah ouais. Mais derrière, si tu dépasses ces colères, peut-être, il y a le plus envie, le je dors plus, le je suis bon à rien, tu vois, il faut essayer de dépasser ça. Les femmes, peut-être, auront effectivement plus tendance à pleurer, il y aura moins cette agressivité qui va s'exprimer. Pour l'appétit, les femmes, elles auront plus souvent tendance à bouffer, à se réfugier dans la nourriture, et les hommes, je constate que eux, au contraire, c'est j'ai plus faim et je mange plus. Comment on peut savoir si c'est vraiment ça touche 2 fois plus les femmes ou si c'est parce qu'en fait il y a toute une partie des hommes qui le manifestent pas ou qui le cachent qui vont pas consulter. Et qui vont pas consulter? Ouais, c'est une très bonne question. C'est sûr que c'est probablement sous-diagnostiqué chez les hommes. Hein. Ça doit clairement jouer. Mais malgré tout, il y a des études qui ont montré que notre statut hormonal favorise la dépression, que notre place dans la société, la charge mentale, etc., dont on parle, peut-être aussi favorise les choses. C'est quoi le lien d'ailleurs entre les menstruations et la dépression? Alors, il y a ce qu'on appelle exactement le syndrome prémenstruel, qui souvent mime une ultra courte dépression. C'est quelques jours, les jours qui précèdent les règles, pendant 3-4 jours, on a une fatigue, une irritabilité, des pleurs, et qui, à l'arrivée des règles, souvent, les choses s'améliorent. La façon de le traiter, elle est multiple, mais elle peut passer par des antidépresseurs. Il y a des filles qui ont des pilules microdosées où elles n'ont pas de règles du tout. Est-ce que c'est-à-dire qu'elles n'ont pas ce syndrome prémenstruel? Ouais. Elles n'ont pas? Alors souvent, effectivement, prendre la pilule permet de traiter ce syndrome prémenstruel. Ça peut être une façon, mais parfois ça ne suffit pas et on peut être amené à traiter avec des antidépresseurs. Mais on a vraiment quelque chose de très hormonal. Par exemple, aussi, tu as des maladies comme l'hypothyroïdie,
quand tu as ta thyroïde qui dysfonctionne, qui peut tout à fait mimer un état dépressif. Tu es fatigué, tu es triste, tu n'as plus envie de rien, tu prends du poids ou tu en perds. Enfin bon. Donc, faut faire attention aussi que ce ne soit pas autre chose. Et puis, c'est une maladie qui, souvent, le premier épisode guérit spontanément. Au bout de 6 mois maximum, tu vois. Mais l'évolution naturelle de la dépression, au départ, c'est la guérison spontanée. Donc, on ne va pas voir un médecin, on ne va pas voir personne. Tu parles de premier épisode comme si c'était récurrent. Exactement. Le problème, c'est que, pour te donner un ordre d'idée, dans notre vie entière, et partout dans le monde, parce que c'est une maladie qu'on pourrait croire réservée aux pays industrialisés. Ouais. Mais même les études d'épidémiologie, elles montrent qu'il y a autant de dépression dans les pays en voie de développement que aux États-Unis. Donc c'est vraiment une maladie qui touche absolument tout le monde. Et grosso modo, 1 personne sur 5 sera touchée par la dépression au cours de sa vie. Okay. Donc quand tu nais, on sait qu'un bébé sur 5 va un jour développer une dépression. Il y a beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, se font des autodiagnostics. Parce que tu vois, genre, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être juste tristes pendant une petite période de temps et ils vont se considérer en dépression. Ouais. Est-ce que c'est ça une dépression, tu vois? Alors, il faut effectivement distinguer la simple déprime. C'est normal d'avoir des périodes ou quelques jours pendant lesquels tu es moins bien. Il y a des jours avec, des jours sans, mais tu vois, finalement, ça passe, ça ne dure pas. Il faut au moins 5 des symptômes qui sont installés, permanents, pendant 2 semaines. Et à ce moment-là, on parle de dépression. Ok, et à ce moment-là, il faut aller voir un spécialiste ou une spécialiste. Alors, pas forcément un spécialiste, parce que la plupart des dépressions, elles sont prises en charge par la médecine, par les médecins, les médecins de famille, quoi. Donc, c'est absolument pas une obligation d'aller voir un psychiatre, hein, loin de là. Souvent, on est là en deuxième main, quand c'est compliqué, tu vois. D'accord. Et donc, le médecin, il va te donner des médicaments? Alors, pas automatiquement. Ça dépend déjà de l'intensité de ta dépression. Quand c'est une dépression qu'on qualifie de légère, c'est-à-dire qu'elle est pas trop handicapante et que, bon, tu dors pas bien, tu as plus envie, c'est dur de te lever le matin, mais bon, tu le fais quand même. À ce moment-là, ça relève absolument pas d'un traitement médicamenteux. Quand ça devient un peu plus important, ce qu'on appelle une dépression modérée, où ça commence à être vraiment plus difficile, mais bon, plus de symptômes, tu vois, qui sont associés. Ça peut être soit des médicaments antidépresseurs, soit une psychothérapie. Okay. Et quand vraiment là, on parle de dépression sévère, c'est quand tu n'arrives plus du tout. Le burn-out, là où un jour tu es dans ton lit et tu es incapable de te lever même pour te laver. Là, par contre, quand ça devient trop grave, trop sévère, tu ne pourras pas faire autrement que prendre des antidépresseurs. Mais les stades antérieurs, tu peux absolument te passer de médicaments. La dépression, mais même toutes les maladies mentales, hein, ça reste des troubles qui sont très stigmatisés. C'est pas bien d'avoir... alors souvent, en plus, la dépression, c'est vécu comme une marque de faiblesse. On est dans un truc où il faut réussir, il faut être le meilleur, il faut être bon. Les gens le perçoivent pas comme un vrai trouble qui doit nécessiter et qui nécessite des soins. Alors, des soins qui peuvent être médicamenteux, mais pas que. Mais c'est pas parce que tu as pas besoin d'un antidépresseur qu'il faut pas le faire prendre en charge non plus. Ouais. Ça, c'est super important. Et même avec les médocs et tout, ça rend pas le truc... Alors, ça se guérit bien ou pas, du coup? Heureusement, on a des moyens de lutter contre la récidive, la rechute. Ouais. Donc, il y a les médicaments qui peuvent en faire partie. Il y a des techniques de psychothérapie qui préviennent et qui diminuent le risque de rechute. Mais tu peux jamais dire qu'il est réduit à 0. Ce qui est certain, c'est que nous, notre objectif quand on soigne un patient, c'est qu'il va falloir qu'il revienne comme avant. L'objectif, c'est comment vous étiez avant de tomber en dépression. Je faisais du tennis, j'adorais le ciné, c'était ma passion. Et tant que tu n'as pas retrouvé exactement ça, donc que tu es en rémission symptomatique, on estime que tu n'es pas guéri. Et ça, c'est le meilleur facteur pronostic pour ne pas rechuter à l'avenir. Ouais. C'est vraiment plus rien, tout effacé. Okay. Et à ce moment-là, c'est le meilleur garant pour ne pas rechuter par la suite. Ok.
Donc, tu as intérêt à toujours kiffer le tennis, quoi. Parce que si entre-temps, tu n'aimes plus le tennis, on va dire non, non, gars, il faut Ouais, vraiment. ou en tout Tu dois cas, reprendre le tennis. j'ai des patients qui, parce que là, je dis que des mauvaises choses sur la dépression, mais j'ai aussi des Ça patients va, je trouve. Hein. qui en sortent grandis, Ok. qui ont gagné en expérience personnelle et en tout cas qui ont revu les choses importantes. Dans le cadre du burn-out, par exemple, tu vois, souvent tu as des traits de personnalité, c'est des patients, c'est des personnes qui se surinvestissent dans le travail, qui pour eux, le travail c'est une valeur essentielle. Il faut un burn-out où ils sont une serpillière, ils ne ressemblent plus à rien, ils sont voilà, l'ombre d'eux-mêmes. Bah, après, tu revois quand même un peu les priorités, qu'est-ce qui est vraiment important. Certes, le travail, bon, voilà, ça me donne une certaine valeur, mais tu revois un peu aussi les choses différemment, tu réaménages ta vie et tu te replonges pas après. Donc ça peut être aussi une expérience positive pour certains. On parlait de comment guérir la dépression. Il me semble que toi, tu as travaillé sur d'autres méthodes, genre électrochoc, etc. Ça consiste en quoi exactement? Alors, il y a trois, si tu veux, grandes techniques de soins pour traiter la dépression, mais pas que. On a parlé des médicaments, il y a toutes les techniques de psychothérapie, et un troisième pendant qui sont les techniques, on va dire, de neurostimulation, c'est-à-dire où on va aller stimuler le cerveau. Les deux premières, les médicaments et les techniques de psychothérapie, c'est celles qu'on utilise le plus fréquemment dans la dépression, voilà, en première intention, que ce soit la psychothérapie ou les médicaments. Quand tu t'en sors pas avec ces deux premiers volets, à ce moment-là, tu peux faire appel à d'autres techniques. La plus ancienne, effectivement, c'est ce qu'on appelait les électrochocs. C'est un traitement qui a été beaucoup filmé. Enfin, il y a eu beaucoup de films et souvent, ça a été filmé de façon très négative. Les patients sortent comme des zombies. C'était pas le bon côté de la technique qui est rapporté dans les films ou les médias. Avant, c'était un traitement qui n'était pas fait sous anesthésie générale, donc c'était très violent, les patients se blessaient. Mais en fait, ça consiste en quoi? Tu poses deux électrodes sur les tempes d'un patient qui est complètement endormi. Il y a un courant de faible intensité qui va passer d'une électrode à l'autre et qui va en fait déclencher une crise d'épilepsie. Et c'est le fait de faire une crise d'épilepsie. Alors, le patient, il dort maintenant, voilà, il se rend compte de rien. Il risque pas de s'étouffer. Il ne peut pas s'étouffer, on l'assiste au niveau de sa respiration. Et pendant 30 secondes, il va convulser. Alors en plus, on limite les mouvements de la convulsion, donc il va quasiment à peine trembler. Et puis cette convulsion, elle va s'arrêter et il va se réveiller au bout de 2-3 minutes. Et on répète ça 2 fois par semaine pendant à peu près un mois et demi. C'est que ça permet de libérer des facteurs, ce qu'on appelle neurotrophiques, et de créer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles synapses. Donc c'est c'est loin d'être l'image très délétère qu'ont les patients. Et il n'y a pas grand-chose, tu vois, ces dernières années, de nouveautés. Donc il faut absolument trouver d'autres pistes et puis d'autres voies thérapeutiques que celles qu'on a jusqu'à présent. C'est quoi les petits conseils qu'on peut donner tu vois, pour rester le plus loin possible de la dépression d'une certaine manière, tu vois, les petits trucs qu'on peut activer? Si tu regardes ce qui s'est passé ces derniers mois avec la crise sanitaire et qui a effectivement beaucoup touché et augmenté et précipité des états dépressifs et beaucoup les jeunes et les étudiants, et je crois que c'est beaucoup ceux qui regardent cette émission, c'était l'isolement. Le fait de ne plus avoir d'interaction sociale, ça a beaucoup favorisé l'émergence d'états dépressifs. Donc quand tu vois que tu n'as plus envie, il faut essayer au maximum de continuer à voir du monde. Ça doit forcément être réel ou pas? Est-ce que ça peut être en ligne, par exemple? Ah ouais, ça peut être tout à fait en ligne. Les réseaux sociaux, ils ont un rôle capital dans la lutte contre l'isolement et la solitude. Alors, ils ont aussi des effets délétères, mais ils ont aussi ils ont énormément, je pense, aussi aidé à lutter contre l'isolement. Il y a plein de jeux vidéo en ligne aussi où... Ouais. N'importe quoi, n'importe quel réseau social, mais ça peut aider. Il y a avoir une bonne hygiène de vie. Si tu es pas bien, c'est
pas le moment de te plonger dans l'alcool, d'augmenter ta consommation de tabac, voilà. Et puis, l'activité physique. Okay. C'est ultra important et ça reste quelque chose qu'on prescrit en première intention. C'est chez un patient qui a une dépression légère à modérée. Continuer et se programmer une activité physique au moins 2 fois par semaine, régulièrement. J'avais lu j'avais vu un reportage sur le fait que juste marcher une demi-heure par jour, ça changeait, mais radicalement. Mais c'est ça, oui. Alors l'activité physique, elle est très codifiée, mais effectivement, la marche quotidienne, au moins une demi-heure, prévient effectivement... Beaucoup de maladies. Énormément, et pas que la dépression. Voilà, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ça prévient certaines maladies physiques, mais également mentales. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que aussi le suicide touche de plus en plus les jeunes. Est-ce que tu as un conseil peut-être pour éviter au maximum le suicide chez les jeunes, quoi? On parle de 15-25 ans, ça reste une population très à risque parce que à 15-25 ans, on est plus impulsif que quand on a 45-50 ans. La consommation d'alcool, elle est également très pourvoyeuse de passage à l'acte suicidaire. Si tu prends une carte de France, là où il y a le plus de suicides, c'est là où on boit le plus. Ah, c'est fou. Tu superposes exactement les régions où il y a le plus de suicides avec les régions où on boit le plus, en l'occurrence le Nord et la Bretagne. On parle de l'alcool, c'est une forme de drogue. Est-ce qu'il y a d'autres drogues qui peuvent être un terrain favorable à la dépression? Eh bien, figure-toi que le tabac en fait partie. Ah ouais? Ouais. Le tabac expose plus les personnes à la dépression que les personnes qui ne fument pas. Mais ouais, ça se sait pas, mais je te garantis. Et pour l'instant, on parle que de cerveau, là, depuis tout à l'heure. Mais on a vu que les patients qui étaient atteints de dépression, eh ben, ils n'avaient pas le même microbiote que les patients qui sont en bonne santé. Donc, c'est vraiment pas qu'une maladie qui touche le système nerveux central, c'est une maladie qui est probablement ce qu'on appelle de système, qui touche tout le corps. Et c'est probablement aussi pour ça que les patients sont fatigués, que des fois même ils ont des douleurs. Est-ce qu'il y a une dimension génétique à la dépression? Oui, clairement. On sait que quand tu as des parents, des grands-parents qui ont souffert de dépression, toi, tu es plus à risque d'avoir une dépression. Ça favorise un terrain, mais par-dessus, il va y avoir des facteurs exogènes, des facteurs de stress, je t'ai dit, qui peuvent être tardifs, comme la perte d'un emploi, mais qui peuvent être précoces aussi. Ça, la maltraitance dans l'enfance, c'est un facteur extrêmement fort de vulnérabilité à la dépression plus tard. J'ai quelques questions des auditeurs et spectateurs, et spectatrices et auditrices. J'ai une question de Mathéo qui nous demande, est-ce que ça touche pas tout le monde, mais à différents degrés? Non, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui touche tout le monde. Y a des personnes qui sont plus enclins à voir les choses négativement, etc., etc. Mais par an, c'est 6% de la population qui est touchée par ça. Il y a Tiffany qui nous dit « Comment parler à ses proches de son mal-être en étant pris au sérieux ?» Oui, ça c'est une très bonne question parce que souvent... Quand tu dis ça va pas en ce moment, j'ai pas le moral, je suis pas bien, ça met la personne en face mal à l'aise. Et une façon de régler le problème, c'est mais t'inquiète pas, ça va passer. On n'arrive pas à le mentaliser. On n'arrive pas à se dire mais ce qui m'arrive, c'est pas normal. Il faut essayer de clairement le dire, effectivement. C'était super clair et c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été aussi efficace qu'une luminothérapie, puisqu'elle vous a éclairé peut-être sur le sujet. Pour poser vos questions pour les prochains épisodes, je vous laisse remplir le formulaire Lumni. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao.